Peut-être une remarque pour un intervenant ou une intervenante. Peut-être juste une remarque. Attention à pas trop hétéronormer la sexualité. Voilà. Bien sûr, ne pas avoir de représentation quant à l'identité de genre et l'orientation sexuelle de tous les patients qui rentrent dans nos cabinets. Bonjour, merci pour cette présentation. Alors c'est une question d'un jeune interne et du coup, ça se trouve, cette question se pose plus du tout après quand vous exercez. Vous avez parlé dans les freins de discussion, notamment avec les adolescents, je pense que ça se pose moins avec les adultes, de la présence des parents. Et alors, comment est-ce qu'on met de côté les parents pour pouvoir en parler avec l'adolescent sans lui le mettre mal à l'aise et sans que les parents s'en mêlent trop. Vous comprenez ma question, je pense. C'est bon, vous m'entendez? Oui, je pense que ça s'adresse à moi. Alors, les parents, si vous voulez, ont l'attitude à avoir quand vous voyez un adolescent, c'est d'expliquer ce que j'essayais de vous dire dans la première étape de la consultation, de présenter le déroulé, en fait, en disant, voilà, il y a 3 temps, il y a un temps avec vous, il y a un temps sans vous, et puis il y a à nouveau un temps avec vous. Et donc la sexualité, sauf si l'adolescent ou l'adolescente refuse de se séparer de ses parents, ça arrive parfois, on va se retrouver dans un face-à-face qui va nous permettre d'aborder ce thème. Et ensuite, il y aura beaucoup de questions sur « est-ce que vous allez le raconter à mes parents ?» Et donc là, c'est la confidentialité et puis les limites, parce que parfois, ce qu'ils nous racontent, c'est l'horreur. Et donc, il va falloir effectivement raconter ça à quelqu'un parce qu'on ne va pas pouvoir le garder. Donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est de présenter dès le début le déroulé de la consultation adolescente. C'est-à-dire, il y a 3 temps, et c'est voilà, comme ça que ça se passe. Alors, s'ils refusent, il ne faut pas hésiter à leur dire « la prochaine fois, je le ferai comme ça hein. ». On ne sait pas, ça passe ou ça casse. Voilà. Si les parents sont présents, moi, je pense qu'au bout d'un moment, il faut dire, bah voilà, moi, j'ai des thèmes spécifiques à aborder, dont celui de la sexualité, ce qui permettra de voir aussi le point de vue des parents, parce que pour des régions culturelles, pour des régions éducatives, il peut y avoir effectivement des freins très importants au niveau de ces familles, ce qui n'empêche pas d'évoquer les violences, quelles qu'elles soient, et qu'au moins l'adolescent sache que vous vous y intéressez. Voilà, mais effectivement, les parents, on doit composer en pédiatrie et chez l'ado tout le temps avec eux, et c'est important de le faire, parce que même s'il se passe des drames, ils seront ressourcés à un moment. Alors, moi, je fais sortir les parents quasiment systématiquement quand je vois des ados. Alors, ils venaient beaucoup avant pour les certificats de sport, un peu moins, parce que maintenant, c'est plus obligatoire, mais je profitais de ces consultations-là pour aborder pas mal de sujets. Et avant que les parents sortent, je dis à haute voix, ce qui va se passer là, je reste secret. Et des fois, je rajoute en rigolant, même si tes parents me torturent, je ne dirai rien. Certains ados me croient directement et d'autres ont besoin qu'on en reparle après. Une fois que le parent est sorti, ils me reposent la question. Alors c'est sûr, vous ne direz rien à mes parents, quoi que je dise. Ils ont besoin de ça et donc on leur répète. Voilà. Et puis parfois, on peut parler avec d'eux, on peut aborder le sujet tout de suite et puis parfois ils reviennent quelques temps après en disant « vous m'aviez posé une question, vous m'aviez dit ça et aujourd'hui j'aimerais bien qu'on en parle ». Je leur dis aussi qu'ils peuvent revenir seuls ou m'appeler et que j'en parlerai pas aux parents. Bonjour, Roxane de Bordeaux. J'ai eu l'expérience d'utiliser une application pour dépister les conduites à risque chez les adolescents dans un service d'urgence. Et en l'occurrence, chez une patiente, ça a permis de dépister une conduite à risque que je n'avais pas repérée à l'interrogatoire. Donc, à votre connaissance, est-ce que utiliser une application, il y a des données de la science qui montrent que ça peut être plus efficace que l'interrogatoire ? Après, ça dépend du caractère systématique ou pas de l'utilisation de l'application. Si c'est dans le cadre d'une étude, on va forcément trouver des résultats qui vont permettre de dire pour un tiers des adolescents, ça leur a permis d'accéder. Il n'y a pas d'application, je ne sais pas quel type de conduite à risque dont vous parlez, mais en tous les cas, elles sont tellement nombreuses et multiples que si on doit envisager toutes les possibilités, c'est compliqué à formuler et puis à proposer, parce que ça va être des temps de réponse monstrueux. Bon, je ne connais pas d'application aujourd'hui qui permet d'être présentée ou proposée à tous les adolescents. Par contre, après, si certains se saisissent de certaines applications, très bien. Ça, on va sûrement pas s'en plaindre. Vous pouvez nous dire laquelle c'est ? C'est El Pado. Je
connais pas, mais bon, ça doit. D'accord. Je regarderai. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Florian de La Réunion, je suis ici. Je voulais avoir votre avis sur la contraception œstro-progestative et les possibles effets secondaires de baisse de la libido et après la gestion si jamais les patientes présentent cet effet secondaire. Alors, on trouve dans la littérature des données qui sont assez controversées par rapport aux pilules œstroprogestatives. Moi, après, dans ma pratique, il arrive souvent qu'en changeant de pilule ou en arrêtant la pilule et en passant à un autre moyen de contraception, on peut avoir une influence sur le désir. Voilà. C'est mon expérience personnelle, mais dans la littérature, il y a des études qui montrent que oui, ça a un impact, et puis il y en a d'autres qui disent que non, ça n'a pas du tout d'impact. Donc, moi, je pense personnellement, cliniquement, mon expérience à moi, c'est que ça peut. C'est pas obligé, mais ça peut. Merci. Bonjour, je voulais savoir si vous aviez des informations sur l'état des lieux scientifiques de la contraception masculine. S'il y avait eu des études récentes, voilà, je parle de l'androswitch ou de slip ascenseur qu'on peut l'appeler. Alors, c'est un sujet qui... Alors, je pense qu'il n'y a que moi qui vais pouvoir essayer d'apporter une réponse. C'est un sujet qui est en plein développement aujourd'hui, la contraception masculine, indépendamment des ligatures des cordons spermatiques. Ça existe depuis très longtemps. Moi, je parle effectivement plutôt des slips chauffants, des choses comme ça. À ma connaissance, je n'ai pas vu beaucoup d'études encore. Je sais que la SALF, la Société d'andrologie de langue française, travaille beaucoup sur la contraception masculine. Je sais qu'il y a un des andrologues qui est le concepteur de ce slip chauffant qui est en cours d'expérimentation. Voilà. Après, est-ce que ça sera vraiment quelque chose de très développé rapidement ? Je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Voilà. Mais on y travaille. Mais c'est vrai que comme pas mal de sujets liés à la santé sexuelle où on n'aborde pas forcément la problématique ou les thématiques avec les patients, c'est eux qui vont nous amener de la doc sur ces sujets-là et on va un petit peu apprendre avec eux, mais on n'a pas de base scientifique pour vraiment les rassurer et se rassurer. Après, s'ils connaissent la balance bénéfice-risque, ils sont acteurs de leur contraception. Et si les hommes peuvent prendre leur part, c'est très bien aussi. Moi, j'ai une question du coup pour les trois, savoir si avec MeToo, ça a changé quelque chose dans les mots qui viennent en consultation, parce que maintenant, il y a quand même pas mal de mots qui sont sortis et qui sont médiatisés. Justement, les nudes, maintenant, on commence à connaître un petit peu mieux ce qui se passe. Et puis, les gens en parlent. Est-ce que ça a changé quelque chose en consultation pour vous trois ? Alors, moi, je veux bien répondre la première parce que, en tant que médecin sexologue qui exerce en clinique depuis plus de 15 ans, j'ai une question systématique à un moment donné dans mon interrogatoire sur l'existence ou non de pression sexuelle, de choses dans le domaine de la sexualité qui pourraient avoir des conséquences. Enfin, il y a plein de manières d'amener la question et on se rend compte que les attouchements, les violences sexuelles, les incestes, etc., sont extrêmement répandus dans la population. Donc je pense que l'épisode MeToo révèle quelque chose qui existait déjà si on posait la question. Voilà, parce qu'il y a très peu de gens qui, en entretien individuel, une fois qu'on a établi une relation de confiance, qu'on a une bonne alliance thérapeutique et qu'on interroge la personne sur son histoire sexuelle, sur son développement sexuel, sur ce qui s'est passé dans sa vie, il y a peu de personnes qui n'en parlent pas. Oui, alors moi aussi, je suis plus systématique. J'avais assisté dans un jury de thèse
une thèse sur les violences où la thésarde disait les généralistes, vous êtes des témoins aveugles de ces violences parce que vous voyez les femmes en consultation et puis vous n'arrivez pas à repérer ces violences. Et donc, elle nous proposait d'être un peu plus systématique. Donc, depuis, je le suis. Et effectivement, on repère plus de choses. Et pour des patientes que j'avais vues plusieurs fois où j'étais passé à côté. Bonjour, Ilham Najem, je suis médecin généraliste à Pantin dans le 93. On parle beaucoup des patients victimes de violences sexuelles et on parle peu de auteurs de violences sexuelles. Comment vous abordez la question et qu'est-ce qu'on leur propose ? C'était pas le sujet de l'intervention de ce soir. C'est très intéressant. On pourra revenir l'année prochaine si vous voulez. Mais c'est vrai que le sujet de ce soir n'était pas du tout la prise en charge des violences sexuelles et des auteurs de violences sexuelles. Ça fait partie de la santé sexuelle. Tout fait partie de la santé sexuelle, sauf qu'en 15 minutes, on ne peut pas développer tout. Même moi, ce que je vous ai dit, c'est une infime goutte d'eau par rapport à tout ce qu'on pourrait dire. Je vous dis, l'enseignement du DU de sexologie, il prend 3 ans, 100 heures d'enseignement en moyenne par an, donc c'est 300 heures d'enseignement. On peut pas traiter tous les sujets en 15 minutes. Je suis d'accord que c'est très intéressant, mais c'est un sujet à part entière, ce que vous dites là, bien sûr. Merci beaucoup pour votre réponse. Personnellement, je n'ai pas eu de patients auteurs ou en tout cas qui m'en ont parlé. Et je t'avoue que je ne saurais pas quoi faire. Il faudrait que j'aille me former si je devais accompagner quelqu'un. Donc au début, je serais vraiment dans l'alliance, mais je ne suis pas formé pour les accompagner. Je sais qu'il y a encore beaucoup de travaux qui vont commencer sur ce sujet-là. Donc là, je ne suis pas compétent pour te répondre. Après, effectivement, vu la quantité de personnes qui subissent des violences sexuelles ou des viols, il y a une quantité de violeurs en face qui sont aussi dans nos cabinets. C'est vrai que c'est l'alliance thérapeutique qu'on a avec nos patients qui leur permet de nous en parler. Si la confiance, elle est là. Ce matin, on en parlait avec une amie qui disait moi j'ai un patient justement qui m'en a parlé parce que la relation, elle était là. Et on parlait aussi du coup des situations de harcèlement pour les ados et les enfants, où moi maintenant je pose la question systématiquement: est-ce que tu subis des situations de harcèlement et est-ce que toi tu harcèles? Alors, chez l'adulte, c'est plus compliqué à poser, ou savoir comment la poser, mais c'est sûr qu'il y a l'alliance thérapeutique. Et puis après, il y a ces phrases, plus on les pose, plus elles deviennent... moins elles deviennent tabous. Du coup, moi, j'avais une question sur l'abord de la sexualité chez les adolescents. Du coup, je suis Estelle, médecin remplaçant dans le Tarn. Ma question, c'était... C'est vrai que les ados, moi, je les vois pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que je suis juste remplaçante et que du coup, j'ai pas une patientèle à moi? Mais on voit beaucoup les enfants de 12 ans, pour le rappel du Répévax, et pour lequel, souvent, du coup, j'aborde le sujet du vaccin contre l'HPV. Mais est-ce que j'ai du mal à aborder à 12 ans la sexualité? Je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas trop jeunes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, c'est une bonne question. Après, je dirais que ça dépend des adolescents, parce qu'il y en a certaines, j'ai envie de dire certaines, à 12 ans, qui vont... ça va dépendre un petit peu de si elles ont été réglées à 10, 11, ou si elles ne sont pas encore réglées, si elles ont un stade pubertaire qui est développé ou pas, si elles sont au collège, enfin, vous voyez, si elles sont inversement extrêmement carencées ou en situation socio-éducative compliquée, où elles peuvent être beaucoup plus exposées à ce type de situation. Donc c'est ce que j'ai essayé de dire dans l'INDIA. Il y avait l'environnement et le parcours qui comptaient beaucoup. Après, rien ne vous empêche de dire, voilà, on peut parler de sexualité, on peut parler de santé sexuelle. Qu'est-ce que tu en as compris, qu'est-ce que tu en as appris à l'école avec les différents enseignements s'ils ont été présents? Et si vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas insister, il faut dire, voilà, moi, si jamais il y avait des choses qui étaient compliquées, je suis présent, voilà, vous êtes disponible. Elle sait, vous êtes ressource pour en reparler. Et ça, c'est très important, plutôt que d'aller sur Internet et regarder n'importe quoi et écouter n'importe qui. Voilà. Pour les jeunes, en tous les cas, sur les moins de 15 ans, je dirais que c'est l'attitude à peu près logique à avoir. Après 15 ans, c'est... Quand j'en discute, ou quand les parents demandent aussi un conseil, parfois, il y a des livres qu'on peut leur conseiller. Ils laissent traîner les livres à la maison, et puis les enfants, les ados, ils peuvent aller voir ces livres-là.
Et puis c'est pareil des fois pour les adultes, hein. Des fois un des deux du couple achète le bouquin pour que l'autre le lise. Et donc on a vu les premiers contacts avec des images pornographiques, c'est autour de 10 ans. Donc à 9 ans, il y en a qu'on a déjà vu. Et moi, j'ai un livre derrière moi. Comme ça, j'ai un petit rayon et il y a un livre Sexualité des adolescents. Donc comme ça, s'ils le voient, ils savent qu'ils peuvent en parler aussi. Je vais juste répondre à une question tout à l'heure sur la gravité des violences sexuelles chez l'adolescent, chez le mineur. Si jamais vous avez une situation de danger, vous êtes obligé d'appeler le procureur de la République et de l'adresser aux urgences pour qu'on s'en occupe, de façon à ce qu'on l'hospitalise et qu'il sorte du milieu à risque. Dans les situations d'inceste, un ado qui vous dit qu'il est violé par son grand-père ou par je ne sais pas qui, il n'est pas question qu'il retourne chez lui. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut trouver une raison d'hospitaliser, il faut trouver une raison de l'extraire de la situation de violence. Soit c'est un tiers extérieur à la famille et la famille protège, il n'y a pas de souci. Soit c'est intrafamilial, et là, on ne peut pas faire comme si de rien n'était, et que le soir, cette gamine ou ce gamin reconnaisse encore le calvaire qu'il a connu et dont il vous a parlé. Bonsoir, merci pour votre présentation. Justement, à propos des violences sexuelles et conjugales, je sais que le cadre légal a un peu évolué dernièrement. Je voulais savoir si vous aviez des exemples de signalements de femmes majeures victimes de violences, mais qui ne souhaiteraient pas en parler. Des retours d'expérience. Qui ne souhaiteraient pas en parler à qui? Qui ne souhaiteraient pas signaler ce genre de choses. Oui, alors à partir du moment où la personne est majeure, c'est un choix qui lui revient, contrairement à une personne mineure où on est dans l'obligation de faire un signalement. Une femme majeure qui viendrait nous faire état de violence mais qui ne voudrait pas porter plainte, on ne peut pas porter plainte pour elle, ça c'est sûr. L'évolution de la loi, l'élément important et l'information à donner à ces femmes-là, c'est qu'aujourd'hui, le viol au sein du couple légitime établi, marié traditionnellement, est reconnu par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un couple marié, la femme a le droit de refuser un rapport sexuel si elle n'en a pas envie, et si le mari la force et l'oblige, ça passe sous le coup du viol. Le viol entre époux est reconnu par la loi. Donc ça, c'est une information que les gens n'ont pas souvent. Et le fait de leur donner cette information, généralement, ça calme beaucoup les ardeurs du mari. Ce qui a évolué, c'est que si vous voyez une femme pour qui la vie est en danger, vous devez lever le secret et prévenir. Donc s'il y a un danger vital pour la personne, maintenant la loi a évolué, on n'est plus tenu au secret médical, on doit faire un signalement. Il faut que sa vie soit en danger. Merci beaucoup à tous et merci à nos intervenants.